Bonjour, voici la 11e partie du championnat du monde 2021. Nepomniachtchi vient de perdre la partie précédente. Le score est de 6,5 points à 3 en faveur du champion du monde. Autant dire que les dés sont presque jetés. S'il perd aujourd'hui, le match se terminera et désignera comme vainqueur Magnus Carlsen. La pression sera donc sur les épaules du joueur russe aujourd'hui. Il a les blancs, décide de jouer E4. Est-ce que ce sera à nouveau une espagnole Valentin Marshall? Eh bien, E5, pour le moment, ça en a tout l'air. Cavalier F3, cavalier C6. Et là, petite surprise, fou C4. Eh bien non, ce sera donc a priori une partie italienne. Ce n'est pas fou B5 qui est joué. Tant mieux. On va avoir de nouvelles sensations avec cette ouverture. Jouée depuis des centaines d'années, en fait ce début a fait couler beaucoup d'encre et encore aujourd'hui le débat reste ouvert. Pour le moment, je dirais que le fou vise F7, la case la plus faible de l'échiquier, tout en préparant le petit roc. La réponse noire est de jouer cavalier F6. C'est la défense des deux cavaliers. Une petite parenthèse, fou C5 est également joué énormément. La réponse principale est de jouer C3. L'idée est de profiter du placement du fou pour jouer D4 très rapidement. Mais bon, cavalier F6 est également joué. Le mérite de ce coup est de développer également une pièce et d'attaquer le pion E4. Face à cette attaque, les réponses blanches sont assez instructives. Notamment le petit cavalier C3 qui paraît complètement logique puisqu'il développe une pièce et pourtant il y a un coup amusant qui permet au noir d'égaliser rapidement. C'est ce coup cavalier prend E4, un pseudo-sacrifice. Pourquoi pseudo? Parce que les noirs sacrifient une pièce, mais ils vont immédiatement récupérer cette pièce grâce à cette fourchette salvatrice qui permet de récupérer une des deux pièces blanches et d'égaliser assez rapidement pour les noirs en raison d'un jeu plus libre pour leurs pièces. Donc attention, cavalier C3 ne peut être joué ici, il y en a beaucoup qui font cette erreur. Une autre idée aurait pu être de jouer cavalier G5 avec attaque sur F7, c'est légitime, le tandem cavalier et fou est souvent dangereux sur cette case. Mais la réponse, en tout cas il y a deux réponses noires principales. Ici, pour ceux qui aiment les émotions fortes, c'est de jouer fou C5, l'attaque Traxler, par les joueurs qui, bon finalement le pion F7 c'est pas un problème, ils cherchent l'activité. Bon, ça c'est pour ceux qui aiment vraiment les sensations fortes. Sinon, il y a aussi D5, qui là va entraîner un gros débat théorique. Après la prise du pion D5, vous avez cavalier A5 comme idée pour les noirs, ou alors même la prise en D5 direct. Donc ça exige de très bonnes connaissances théoriques pour s'engager dans ce débat. Ou alors, vous avez le coup du texte qui est de jouer D3, un coup en apparence peu ambitieux, mais il a le mérite de protéger E4, d'éviter les pseudo-sacrifices sur ce pion, et en même temps de conserver l'idée de jouer C3 et D4 si jamais les noirs jouent fou C5. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, ils jouent fou C5 les noirs. L'idée est claire, c'est d'empêcher la poussée libératrice D4 par le trio E5, fou C5 et cavalier C6. Donc on voit bien que le débat va être très important dans ce type de jeu. C'est cette poussée centrale D4. A noter que le petit coup amusant qui avait marché tout à l'heure pour les noirs ne marche pas pour les blancs. Ici, cavalier prend E5, eh bien, il y a cavalier prend E5 et le coup D4 serait sanctionné malheureusement avec cavalier prend fou C4. Et oui, le fou est placé en C4, ce qui met cette stratégie tactique, ce qui la rend inutile. Donc, après fou C5, C3 est logique. Les blancs cherchent à profiter du placement du fou pour gagner du temps sur celui-ci et se créer un duo de pions central. Et là, D6. Alors D6, coup très important, puisqu'il permet de contrôler bien sûr E5, de libérer la diagonale du fou, et de rendre un peu moins séduisant la poussée D4. Je resterai souvent sur cette idée poussée D4, ça sera notre fil rouge, parce que après E prend D4, C prend D4, fou B4, eh bien l'attaque sur le roi et l'attaque sur le pion E4 offrent de belles opportunités aux noirs d'égaliser relativement facilement cette position. Je vous laisse le soin de regarder toutes les autres variantes, il y en a beaucoup, mais c'est plutôt bon signe pour les noirs de jouer cette variante. Les blancs jouent roc, donc cela permet pourquoi pas de pousser D4 dans certains cas, mais aussi il y a, attention, B4 A4 qui permet d'attaquer le fou. Donc pour toutes ces raisons, finalement, A5 est joué. A5 est joué pour éviter la poussée B4,
pour permettre au fou de pouvoir se recycler en A7, et dans certains cas, la poussée A5 pourrait aller en A4 pour permettre à ce cavalier d'aller en A5, éventuellement pour chasser le fou, ou même des fois la tour qui pourrait aller en A5 pour éventuellement avoir des jeux sur la cinquième. Bon, ça c'est anticiper pas mal de choses, mais en tout cas A5 c'est un coup moins habituellement joué que petit roc, hein, mais qui a les faveurs actuellement de quelques joueurs de haut niveau. Alors après A5, les blancs jouent tour E1. Alors ce coup est extrêmement important au niveau stratégique en fait. L'idée, je vous le rappelle, est de pousser D4. Mais le pion E4 est toujours en délicatesse avec la présence du cavalier. Donc tour E1 a pour objectif de protéger E4 pour préparer D4. Il y a un autre aspect important, mais je vous le rappellerai tout à l'heure également, c'est que lorsque vous jouez une tour, vous voyez que vous libérez la case F1, ce qui pourrait permettre à ce cavalier d'aller en D2, d'anticiper quelquefois des actions avec fou G4, en F1, en G3 par exemple, et H3 pourrait attaquer le fou en G4. Donc le coup de tour, ok, on protège E4, on prépare D4, et on libère la case F1 pour le cavalier. Fou A7. Donc là encore une fois, Carlsen tente, et souvent dans ce match ça a été le cas, de faire sortir son adversaire de sa préparation. Très peu joué ce coup. À titre d'indication, Carlsen lui-même, avec les Noirs, avait joué petit roc contre Douda en janvier 2021. Donc vous voyez que Carlsen est habitué de ce type de défense, et je pense que Nepomniachtchi également, puisqu'après fou7, il ne semble pas décontenancé par ce coup. Donc l'idée de fou7, c'est évidemment de retirer le fou en cas d'attaque D4, c'est-à-dire que comme ça, il n'y a pas de gain de temps sur ce fou. Et l'idée blanche sera par contre de jouer cavalier A3. Alors, cavalier A3, c'est pour développer, mais quand même, je vais dire un petit mot sur le coup d'abord cavalier BD2, qui est le coup logique. Donc généralement, c'est comme ça que ça se passe, c'est H6, cavalier F1. Bon, on transfère le cavalier, on prépare fou E3, éventuellement cavalier G3 ou cavalier E3. Mais là où ça va être important par rapport à fou A7, c'est le coup D4, en fait, toujours ce fil rouge. D4, maintenant, serait-il intéressant de jouer? S'il est intéressant, il faut le jouer. Mais là, en l'occurrence, on va s'apercevoir de tout l'intérêt d'avoir joué fou A7. Donc le fou n'est pas attaqué, donc les noirs ont le temps de jouer quoi? Ils ont le temps de jouer roc. Et là maintenant, quelles sont les possibilités? Eh bien, nous avons éventuellement D5, la fermeture, mais là, ça ne serait pas logique. Avec ces petits signalements, vous voyez que le fou peut aller en F2, que le cavalier va se recycler en E7 pour préparer F5, car le centre étant fermé, maintenant on va jouer sur les ailes. Donc ça donne déjà un jeu tout fait pour les noirs. De plus, D5 enferme le fou, et il peut être utile avec pression sur F7. Donc tout ça, ça serait vraiment pas très bon du tout pour les blancs. Mais on peut se poser la question, ici, sur fou G5, un coup naturel qui cloue le cavalier. Mais là encore, les questions restent posées. Avec H6, on questionne le fou. On ne va pas prendre le cavalier, ce qui accélérerait le développement noir avec dame prend F6. Donc on va jouer fou H4, ce qui est logique, on maintient le clouage sur le cavalier. Mais là, les noirs ont l'opportunité d'avoir un jeu tout à fait agréable. N'hésitez pas à cliquer sur pause. Eh bien, le jeu agréable est basé sur la prise en D4. Imaginons C prend D4. Et maintenant fou G4. Voilà, là il y a un clouage qui est assez agréable pour les noirs. La pression sur D4 est double, cavalier C6 et fou A7 sur D4, et le cavalier cloué gêne le jeu blanc. Alors, vous allez me dire, on pourrait se poser après cette variante, donc ici, donc roc, après fou G5, H6, fou H4, puis on prend D4, on pourrait se dire, ben, on peut prendre avec le cavalier, puisqu'on a été cloué. Oui, on pourrait prendre avec le cavalier, pourquoi pas, c'est intéressant, mais là, les noirs ont l'opportunité de jouer. Ils ont fou D7, par exemple, ou ils ont cavalier E5. Il y a plein de coups, en fait, qui sont possibles à jouer pour les noirs, et cette situation n'est peut-être pas très agréable, en tout cas pour les blancs. C'est pour cette raison que D4 n'est pas joué. Et donc cavalier A3, plutôt intéressant, puisqu'il développe une pièce et prépare, comme je vous l'ai dit, éventuellement la sortie, enfin la mise en place du cavalier en C2 ou en B5.
Après donc cavalier A3, les noirs décident de jouer H6. Alors là, c'est un coup instructif. Bien entendu, c'est pour empêcher fou G5, ok. Peut-être même dans certains cas cavalier G5. Mais il reste quand même une question qui demeure en suspens, car les blancs ont joué cavalier C2, bon ok, pour se mettre, pourquoi pas mettre le fou en E3. Mais la question qui demeure, ben, vous l'avez deviné, c'est pourquoi ne pas jouer D4? C'est peut-être le moment, puisque la tour, elle, protège le pion E4. Eh bien, est-ce que ce coup serait envisageable? Donc la question est posée. Après D4, on peut envisager, par exemple, le fou G4, le clouage du cavalier, avec donc cette pression qui peut être désagréable sur D4. Voilà. Mais là, il y a un coup qui peut être intéressant en raison du coup cavalier A3. C'est-à-dire que le cavalier A3, vous l'avez vu, on peut le mettre en C2, mais on peut aussi le mettre en B5. L'intérêt de ce coup, c'est que ça attaque le fou, ça protège le pion D4. Donc évidemment, il y a beaucoup de variantes à regarder, mais l'intérêt, c'est que la tour qui protège E4, on ne craint pas du tout la prise en E4, et que si j'ai par exemple fou B6 pour éviter la perte du fou, eh bien il y a H3, et cette position, elle reste encore à écrire. Elle n'est pas du tout mauvaise pour les blancs, en tout cas, si l'on consulte le module d'analyse, ça paraît tout à fait envisageable. Donc ça mérite une étude plus approfondie. Alors, ok, vous allez me dire peut-être fou G4, c'est peut-être pas le bon coup. En fait, on peut regarder quand même cavalier prend E4. Oui, mais là, cavalier prend E4, ça marche un peu moins bien que tout à l'heure, parce que le roi noir est encore au centre de l'échiquier. Ce qui fait qu'après tour prend cavalier, la fourchette, je suppose que c'était l'idée D5, eh bien, la tour revient par exemple, et après D prend C4, vous avez cavalier prend E5, et cette situation n'est pas très agréable pour les noirs. Donc on a évidemment le roi noir au centre, donc ça c'est déjà un point pas très agréable. Le pion C4 pourrait être pris, ce qui veut dire qu'il y aurait l'avantage d'un pion de plus pour les blancs. Cette position est plutôt agréable. Donc la question quand même, après H6, puisque les noirs n'ont pas roqué, ben, ne peut-on pas en profiter pour jouer dynamique et jouer ici D4? Voilà, ça c'était une question qui reste pour l'instant en suspens. Donc après H6, les blancs décident de jouer cavalier C2. Bon, ok, le recyclage. Et après petit roc, les blancs jouent fou E3. Alors là, encore une fois, la question est, que se passe-t-il après D4? Donc n'hésitez pas à chaque fois à cliquer sur pause, hein, ce sont des questions que je pose. En fait, ce coup maintenant est moins clair, car les noirs ont roqué. Et donc les noirs peuvent réaliser une manœuvre simplificatrice qui serait, par exemple, la prise du pion E4, attire la tour en E4, et donc la fourchette que l'on connaît bien maintenant, tour E1, et pion prend fou. Et là, cette situation est moins agréable pour les blancs. Donc on peut remarquer que les blancs, pour l'instant en tout cas, ont besoin de récupérer un pion, ils ont un pion de moins, hein, donc ils vont reprendre le pion. De quelle manière? Eh bien ils peuvent le reprendre avec le cavalier ou avec le pion. Imaginons qu'on le reprenne avec le cavalier. Eh bien, cavalier prend E5, tour prend E5. Si jamais D prend E5, eh bien on peut tout simplement faire dame prend dame, tour prend et fou F5. Et avec cette situation, votre jeu avec les noirs est agréable. Paire de fou. Bon, les deux tours sont liés. Pas de pion en moins. Cette position est tout à fait normale pour les noirs. Après, donc, cavalier prend E5, on a cavalier prend E5, on a la possibilité aussi de prendre avec la tour. Et là encore, les noirs ont l'opportunité de profiter de cette position pour améliorer le positionnement de leurs pièces. En jouant, n'hésitez pas à chercher, en jouant C6. Oui, ce coup est assez intéressant puisque, je le rappelle, il n'y a pas de pion de moins pour les noirs. L'idée, c'est de recycler le fou en B8 pour attaquer la tour et aussi H2. N'oublions pas ce fou qui s'oriente vers l'aile roi, la dame qui peut venir en H4. Ça doit vous rappeler quelques souvenirs avec le gambit Marshall. En effet, ça ressemble au gambit Marshall, sauf que là, c'est plutôt amélioré pour les noirs car ils n'ont même pas de pion de moins. Donc c'est plutôt intéressant. Dans le cas de la prise du cavalier, les variantes sont plutôt favorables pour les noirs. Et si on reprend avec le pion, là, avec les connaissances que vous avez des variantes précédentes, vous pouvez résoudre tranquillement cette position.
De quelle manière? Eh bien, vous prenez la tour, c'est-à-dire la dame, et vous déviez la tour, et en déviant la tour, vous permettez au fou d'aller en G4 et de clouer le cavalier. Et votre position est très agréable également, pas de pion de moins, les deux tours noires sont liées, et le clouage est préoccupant. Donc, moi, je pose quand même la question sur D4, et ça ne marche pas cette fois-ci, puisque nous avons une réponse assez claire avec cavalier prend E4. C'est pour cette raison que fou E3 est joué. Les blancs cherchent à aplanir la situation au niveau du rapport matériel, ils cherchent à échanger le fou, donc et à préparer toujours D4. Et la réponse noire est de prendre le fou. Alors ça, c'est aussi très intéressant. Pourquoi prennent-ils le fou? Et alors ils pourraient très bien dire, ah ben, je ne le prends pas, je joue autre chose. Ils prennent le fou pour finalement attirer le cavalier en E3. Alors on aurait pu se poser la question, pourquoi ne pas prendre avec la tour? Ça reste en suspens. Mais ici, les blancs prennent avec le cavalier. Ça paraît logique comme ça, tout à fait d'ailleurs. Les blancs contrôlent la case D5, la case F5, la case G4. Ok. Mais on peut dire quand même que la position noire reste solide. Pourquoi? Ben, on a le pion E5 qui est bien soutenu, donc il n'y a pas de souci. Et aussi et surtout, la poussée D4 n'est pas envisageable pour le moment parce qu'il y a une pression sur le pion E4. Ah, ça c'est notre souci avec les blancs finalement. Ce pion E4 n'est pas protégé et la poussée D4 donc n'est pas envisageable. Si je n'arrive pas à pousser D4, comment je vais progresser avec les blancs? C'est ma question. Je ne peux même pas pousser B4. Donc on peut remarquer que en prenant avec le fou et en attirant le cavalier en E3, on obstrue la colonne E. Et on obstrue la tour en fait, qui protégeait E4. Donc ce qui fait que ce cavalier a certes des aspects positifs sur case blanche, mais reste un poids stratégique lié au fait qu'il obstrue la protection de la tour par rapport au pion E4. Et ça, c'est pas négligeable, et les noirs vont en profiter pour enfoncer le clou encore un peu plus en jouant tour E8. En jouant tour E8, certes, il laisse un peu imprécis, enfin non protégé le pion F7, mais l'intérêt stratégique, clé, c'est qu'ils veulent rendre D4 impossible à jouer, en tout cas plus difficile à jouer, parce que là, dans ce cas de figure, après pion prend D4, le pion E4 serait doublement attaqué. La raison est la suivante de ce coup de tour, va encore plus nous éclairer. Les blancs jouent à 4. Ok, on va voir ça, pourquoi ils jouent à 4. Mais on peut se poser la question, pourquoi ne pas jouer D4? Je vous l'ai dit, si E prend D4, on voit que le pion E4 ne marche pas. Ça, c'est la première question. Deuxième question, ne peut-on pas profiter du fait que la tour soit en E8 pour aller en B3? Avoir ce tandem qui attaque F7 pourrait inquiéter les noirs. Bon, on pourrait jouer tour E7, vous allez me dire. Mais on va pouvoir voir l'intérêt de A5. Une autre facette de cet intérêt, c'est de permettre A4. Et oui, la menace sur la dame est plus forte que la menace sur F7. Car si fou prend F7, roi F8, et la dame doit aller en C4 pour continuer à protéger son fou, malheureusement pour elle, elle se trouve en surcharge, après cavalier A5, elle ne peut pas et protéger, se protéger, et protéger le fou F7. Après dame prend A4, les noirs se retrouvent avec le gain du fou. Donc voilà les deux cas de figure. On a vu D4, c'est pas intéressant. Et dame B3 n'est pas non plus intéressant à cause de A4. Alors, pourquoi maintenant A4 est joué? Eh bien, tout simplement pour essayer, pourquoi pas, déjà de bloquer le pion. En bloquant le pion, on ne permet pas la poussée du pion A5 en A4, qui libérerait la case A5 pour le cavalier ou pour la tour. Alors A4 est joué. Ok. Et peut-être que dame B3 peut être à l'ordre du jour. Et les noirs en profitent immédiatement pour jouer fou E6. D'autant plus intéressant que ce coup de fou est protégé par la tour. En jouant fou E6, il questionne le fou et rend moins intéressant dame B3. Les noirs, donc, ont joué un coup tout à fait adéquat par rapport à la position. D4 n'est toujours pas envisageable à cause de la prise en E4. Donc, ici, les noirs, les blancs décident de prendre. Encore une fois, la prise est possible, mais peut-être fou B5 était logique également, car en clouant le cavalier, on sensibilise le pion E5.
Et peut-être qu'on va préparer plus facilement D4. C'était une option, en tout cas à penser. Mais fou prend fou, bon, se sépare du fou E6, et les noirs ne reprennent pas avec le pion, parce qu'en reprenant avec le pion, eh bien, ils ne protègent plus, ils ont moins de facultés à empêcher D4. Il faut que les blancs préparent tout simplement la protection de 4 et après D4. Ils préfèrent comprendre avec la tour, car de cette manière, ils empêchent plus facilement la poussée D4, toujours avec cette double pression. On va le voir tout de suite. Si les blancs jouent D4 maintenant, eh bien, pion prend D4 et on voit tout de suite que le pion E4 est en difficulté, quelle que soit la prise de la part des blancs. Si par exemple KV prend, on reprend le pion et on gagne un pion. Si on prend avec le pion, on reprend le pion et on a toujours à gagner un pion. Donc D4 n'est toujours pas possible. Alors Nepomniachtchi joue Dame B3. Dame B3 pour attaquer B7, mais pas que pour ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de tour FE1. Pensez à son action, mais pensez aussi à la case qu'elle libère. Donc elle libère quelle case? Elle libère la case D1 pour sa tour. Pourquoi? Il veut toujours protéger, préparer D4. Donc tout ça c'est logique. Bon, B6 est joué pour protéger son pion. Et maintenant tour à D1. Voilà. Donc il y a un jeu de case blanche. On essaye de jouer avec les blancs sur case blanche pour essayer de profiter un petit peu de cet avantage d'espace sur ces cases. Et en même temps, Nepomniachtchi souhaite aussi jouer D4. Et oui, parce que D4, ça serait hyper sympa. D4, D5, la fourchette, exact. C'est vraiment génial. Donc, maintenant, qu'est-ce que joue Carlsen? Il va jouer, c'est important cette façon de jouer, c'est de manière prophylactique. À chaque fois, il cherche à empêcher le jeu de son adversaire de se développer. Empêcher D4, donc il joue de manière prophylactique. Un peu comme Karpov ou Petrosian. En jouant maintenant cavalier E7, qu'est-ce qu'il fait? Il désamorce l'idée de la fourchette, puisqu'il n'y a plus le cavalier et la tour en jeu. Le cavalier se soustrait à cette attaque. Et en même temps, il peut préparer dans certains cas, lui, D5. Parce que si E5 est protégé, peut-être que les noirs, eux, peuvent envisager de jouer D5, le coup libérateur. Donc là, on voit un débat qui s'amplifie finalement, puisque on a parlé tout le temps de pousser des cartes de la part des blancs. Les noirs, ils font très attention, ils jouent des coups préventifs. Mais attention aussi, les blancs doivent tenir compte que la poussée des 5 peut être à l'ordre du jour. C'est pourquoi le coup H3 peut être un petit peu... Bon, c'est une réflexion possible. Bien sûr, H3, on va le voir, on va voir la suite de la partie, ce que cela va donner. Le coup H3 va donner la case H2, permettre au cavalier éventuellement de se recycler en G4. Mais on peut se poser la question, pourquoi ne pas jouer donc D4, on a vu que ce n'était pas envisageable à cause du pion E4. Pourquoi ne pas envisager un coup prophylactique comme cavalier C4? Pourquoi cavalier C4 est un coup prophylactique? On sait que de toute façon, on veut préparer D4, ok. Mais si on ne peut pas le faire, il faut peut-être empêcher l'autre de pouvoir jouer D5. Si on empêche l'autre de pouvoir jouer D5, eh bien le jeu va vraiment tenir toute sa vigueur, tout simplement. Pourquoi on empêche D5 avec C4? Eh bien, si jamais les noirs jouent bon, D5, alors je présente quand même cavalier C4. Pourquoi cavalier C4? Parce que vous faites pression sur E5. Et si jamais D5, il y aura une autre pression avec la tour. Donc ça empêche les noirs de développer leur propre jeu, d'essayer de préparer D5. En fait, on joue le jeu de Carlsen tout simplement à l'envers avec les blancs. Si jamais les noirs jouent, comme dans la partie par exemple Dame D7, et bien là maintenant, les blancs pourraient envisager par exemple D4. Et après pion prend D4, il y a le coup E5. Et ça change la donne parce que l'attaque sur le cavalier et sur le pion va un petit peu forcer les noirs à jouer par exemple pion prend. Cavalier prend E5. Bon là je vous donne une variante brute. Après il faut évidemment analyser. Mais ça peut donner après dame prend dame, cavalier prend et cavalier prend D4 une partie tout à fait normale avec les blancs. Avec un jeu libéré et de tours bien placés. Bien entendu après cavalier C4 il y a le coup par exemple cavalier G6. Et là, cavalier G6 permet de contrôler E5, etc. Et là, le débat peut continuer encore. Mais je ne vais pas refaire le championnat du monde. C'était simplement une idée, en fait. Donc l'idée de la prophylaxie. Les blancs jouent sur un autre plan.
une autre idée, H3. Et les noirs continuent, eux, leur idée de jouer pour pousser D5, tout en faisant attention à E5. Donc ils jouent Dame D7. Ils sont très patients. Ils veulent terminer le développement de l'ensemble de leurs pièces. Dame D7 permet de préparer tour D8, encore une fois de libérer la case D8 pour une autre pièce. Et pourquoi pas de préparer D5. Les blancs, eux, de leur côté, jouent cavalier H2. Attention, parce qu'en jouant ce plan, ils lâchent leur attention sur E5. On voit bien que le cavalier lâche son attention sur E5. Si on lâche l'attention sur E5, ça veut dire que D5 pourra être plus facilement réalisé. Les noirs jouent tour D8. Ils auraient peut-être pu envisager déjà D5, mais en jouant tour D8, ils jouent avec l'ensemble de leurs pièces. Cavalier HG4, donc les blancs cherchent à faire pression sur le cavalier F6 notamment. Donc là, les noirs décident de prendre le cavalier, d'éliminer tout simplement un cavalier. Et le hic dans l'affaire, c'est que quelle que soit la prise, D5 va pouvoir peut-être être envisagé. C'est-à-dire, si cavalier prend G4, c'est pas ce qui s'est passé dans la partie, les noirs peuvent malgré tout envisager D5. Malgré tout, oui, parce qu'on a le sentiment que le cavalier peut tout simplement prendre, avec la double pression, avec la tour. Mais après E prend D5, Dame prend D5, la Dame protège pour l'instant E5, et si Dame prend D5, il y a tour prend D5. Et là, sur tour C4, ça ne pose pas de problème, la tour pourrait se recycler en C5, et pas de souci, le pion E5 est protégé. Donc cette position fait que ça n'intéresse pas les noirs, les blancs de jouer cette position, car E5 est bien protégé, donc ils vont essayer autre chose. Ils vont essayer H prend G4. Et là, vous remarquez que maintenant, le coup libérateur D5 est tout à fait possible, car la pression sur E5 n'est pas suffisamment forte. On regrette le cavalier en F3. Il est absent, D5, la poussée libératrice est réalisée, le jeu devient égal. Donc là, il y avait vraiment un débat très intéressant autour de D4, D5, etc. La facilité avec laquelle les noirs ont égalisé la position est déconcertante. Et cela ne va pas laisser le joueur russe indifférent, je pense. Il pourrait même déjà l'avoir ébranlé à ce moment de la partie, en fait. Donc après D5, les blancs cherchent à rester en contact avec la position quand même, et jouent D4. Donc la lutte au centre est intense, hein. Ça s'appelle un quarteron, enfin j'appelle ça un quarteron. Tout simplement, ce quarteron ne peut pas rester intact pendant longtemps, il va tout simplement offrir de nouvelles opportunités au centre. Et là, les noirs décident de prendre en D4. Donc là, c'est compliqué, il y a plein de choses qui peuvent se passer, qu'est-ce qui peut se passer sur pion prend, etc. Mais là, on va regarder simplement pion prend D4. Les blancs prennent en D5 et attaquent la tour, ok. Il décide de jouer non pas, E prend D5, il décide non pas de jouer cavalier prend D5, ça aurait pu être joué peut-être, mais il y a tour prend D4. Et là, tour prend D4 pose un problème sur le cavalier. Donc malheureusement ici, il peut y avoir tour D6, ok, mais sur tour D6, on va pouvoir poursuivre avec cavalier F5, attaquer la tour. On a un souci en fait sur ce cavalier qui ne peut être protégé, en plus C4 arrive, donc la prise en D5 ne serait pas logique. Tour E4 est joué. Bon, tout va bien pour l'instant. Et les blancs décident de jouer Dame C2. Alors là, encore une fois, tour prend D4, c'est pas extraordinaire. Enfin, on pourrait jouer, tour prend D4, tour prend D4, c'est prend D4. Mais après, cavalier prend D5, cavalier prend D5, Dame prend D5. Eh bien, cette position, après tour E8, roi H7, Dame D3 échec, G6, tour prend D8, Dame prend D8, D5. Bon, cette position, je vous la présente comme ça. Ça pouvait éventuellement être joué avec les blancs. Le pion D5 est isolé, mais il y a des possibilités de peut-être contrer avec des attaques doubles sur F7 et C7. Bon, ici, ça aurait pu être joué comme ça, mais les blancs jouent Dame C2. Bon, c'est logique. Ils essayent d'attaquer la tour, ok. Et après Dame C2, les noirs jouent tour F4. Et là, c'est le moment clé de la partie.
Il ne faut pas hésiter à cliquer sur pause d'ailleurs hein, pour chercher le coup. Les blancs décident de jouer G3. Bien, on va voir ce coup. On aurait pu envisager par exemple tour prend D4 et après tour prend D4. Donc là c'est important ces manœuvres de simplification parce que vous allez voir les transpositions en finale, tout simplement pion tour, etc. Après tour prend, C prend D4, KV prend D5. On peut encore engager des manœuvres simplificatrices, par exemple cavalier prend D5, dame prend D5 et dame prend C7. Après dame prend D4, cette position B3 par exemple est relativement égale. Pourquoi? Parce que bon, certes le pion G4 est une cible, mais le pion B6 est également une cible. Donc le jeu est approximativement égal. Mais les blancs ne veulent pas jouer tour prend D4. Je suis sûr qu'ils ont vu cette variante. Pourquoi joue-t-il G3? En fait, il craque au niveau du calcul. Bon. Mais je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi ce coup, en fait. G3 permet d'attaquer la tour et dit simplement, voilà, j'attaque la tour, qu'est-ce que tu fais? Il a peut-être pensé à cette idée, à la contre-attaque peut-être avec D3. Ils ont vu peut-être ce coup intermédiaire, et avec D3, la bonne idée c'était qu'après tour prend D3, eh bien la tour, elle est en difficulté en fait. Alors dans ce cas de figure, ils ont peut-être vu la manœuvre tour prend A4, mais en faisant tour prend A4, il y avait peut-être cette jolie variante B3, tour E4. Finalement, vous remarquez que la tour a très peu de cases à sa disposition. Sur tour A3, elle sera attaquée par cavalier C4. Donc ici, par exemple, tour E4. Et maintenant, tour D1. Et là, la tour, elle se trouve piégée. Piégée parce qu'après tour E5, il y a simplement F4. Et la chanson est totalement différente que celle de la partie. Donc, peut-être qu'il était attiré par cette variante G3 à cause de ce coup intermédiaire D3. Peut-être. C'est une supposition. Mais il y a un problème de calcul. Parce que sur G3, les noirs peuvent très bien, les blancs peuvent très bien, les noirs peuvent très bien éviter D3 et surtout prendre en E3. C'est-à-dire estimer que l'attaque sur la tour n'est pas la menace la plus forte. Eux, ils ont une menace plus forte, c'est-à-dire prendre le cavalier. Et ça a été certainement un oubli qui ramène les blancs à la dure réalité du calcul de variante. Après G prend F, après donc D4 prend E3, il faut reprendre la tour. C'est compliqué de faire autrement, donc pion prend D4, et là on s'aperçoit que le pion G4 va être pris. Et avec dame prend G4, il y a bien de situations qui vont se passer avec les noirs. Donc je vais expliquer. La dame attaque certes le roi, en plus il est exposé, il n'y a plus de pion qui le protège, donc là c'est vraiment terrible pour les blancs de voir cette situation. Il y a la présence du pion E3 qui peut être responsable de certains aspects tactiques avec pion prend F2. Et puis il y a l'arrivée très rapide des pièces noires. Le cavalier qui peut aller en F5, la tour qui peut aller en D6, etc. Se placer en G6. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui compensent la perte de la qualité. Déjà, il y a donc un échec. Donc les noirs ont l'initiative. Ils vont en F1. Ils ne vont pas se mettre sur la colonne H parce qu'ils seraient encore plus en difficulté avec un échec de la dame, etc. et tour D6. Ils vont en F1. Bon, ça peut se comprendre. Donc la dame cherche bien entendu à continuer l'initiative avec dame H3, se rapproche un peu plus du roi blanc. Le roi va en G1. Alors, s'il va en E2, évidemment que là, il y a un souci encore. Les noirs vont ouvrir encore un peu plus le jeu. Bon, par exemple, E prend F2, roi prend F2. Bon, il y a d'autres possibilités, mais là, ça exige évidemment un travail plus conséquent au niveau de l'analyse des variantes. Mais imaginons celle-ci, et il y a un problème d'enfilade avec dame H2, par exemple. Donc, roi G1 peut se comprendre. Hein. Si on commence à mettre le roi vers le centre, c'est pas bon signe. Donc roi G1 peut se comprendre. Et là arrive l'idée cavalier F5. Encore une fois, E prend F2 était aussi logique. Si roi prend F2, vous avez la fameuse enfilade. D'accord. Et si en même temps dame prend F2, qui peut être plus logique, eh bien vous avez tour D6, le transfert de la tour qui menace d'aller en G6 est très désagréable. Même tour prend cavalier ne suffirait pas. Tour G6 avec gain matériel conséquent. Donc, mat même qui va arriver. Donc ici,
cavalier F5 a été joué, E prend F2 aurait pu être également joué. Donc cavalier F5, ben, le cavalier arrive sur les lieux du crime. On sait que le tandem dame-cavalier peut être extrêmement dangereux à l'attaque d'un roi blanc exposé. On va s'en apercevoir tout de suite. Les blancs jouent leur va-tout. Ils auraient pu prendre le pion, mais dans ce cas de figure, tour D6 avec le transfert de la tour en G6 est très gênant. Ils jouent D6, donc ça c'est pas mal, il y a des aspects tactiques qui peuvent arriver. Ils essayent d'empêcher également le transfert de la tour en D6. Et là, cavalier H4. Donc le réseau de mat se construit autour du tandem dame-cavalier, comme je vous l'ai dit. L'idée, c'est de faire cavalier F3 et de faire mat, tout simplement. Les blancs vont se retrouver face à cette menace obligés de redonner du matériel. Donc ils prennent donc le pion pour au moins avoir la possibilité après cavalier F3 d'avoir la case F2 à disposition. Donc ici, dame G3. Donc attention, hein, si les noirs avaient joué bien sûr D prend C7, il y a cavalier F3 mat comme je vous l'ai dit. Donc ici, F prend E3. Maintenant, dame G3 échec pose des problèmes donc au roi. Bien sûr, l'apport du cavalier empêche la dame de pouvoir couvrir l'échec. Et roi F1. Donc roi F1 est joué. Bon, il faut savoir que roi H1 pose problème quand même après cavalier F3. Et il y a très peu de défense à disposition. La menace directe, c'est dame H3 mat. Bon, dame H2 et dame prend H2 mat. Et ici, après cavalier F3, peu de défense possible. Par exemple, dame G2, il y a un joli mat. N'hésitez pas à cliquer sur pause à chaque fois. Ça sera bien. Bon, là, dame H4. Voilà. Et puis ensuite, sur tour E2. Tiens, je vous propose tour E2. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, en effet, la prise en D6 est logique. Pourquoi? Parce que vous essayez de créer une surcharge avec la tour qui, si jamais elle prend, eh bien vous avez dame G1 mat. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous gagnez un pion et vous menacez la tour D1. Ok. Donc tour C1, je vous propose, qu'est-ce que vous jouez? Bah là, vous avez un joli coup également. Vous avez tour G6. Ça, c'est pas mal non plus. Car, imaginons un coup comme F5, qu'est-ce que vous faites? Bah oui, vous avez, grâce au tandem cavalier, dame et tour, la possibilité de jouer dame G1, sacrifier la dame et d'avoir un joli mat. Mat des Arabes, comme on dit, ici, très joli. Donc, après tour G6, on peut jouer, par exemple, tour G2. Qu'est-ce que vous faites? Bah là, vous avez votre une position excellente. En faisant dame H3, vous forcez la tour à aller en H2, et maintenant, vous prenez la tour. Donc la menace d'échec à la découverte est trop grave, donc on va prendre avec la dame. Et là, qu'est-ce que vous faites? Ben, le fait que vous contrôlez la colonne G vous permet d'aller en F3, d'attaquer le roi et de forcer la dame à aller en G2 et le mat. Donc on voit ici plusieurs types de mat, c'est très instructif. Après roi H1. Dame G3, donc roi F1. Ok, roi F1. Bon, on essaie de se libérer. Donc cavalier F3, quelque part, c'est logique. Et là, si dame D prend C7, attaque la tour, vous avez... Qu'est-ce que vous avez? Oui, vous avez raison. Dame G1, roi E2 et le coup dame G2. Vous voyez, le fait d'avoir ouvert la colonne D empêche le roi de pouvoir s'enfuir et vous profitez donc de ce coup D prend C7 qui paraissait dangereux. Donc dame F2 est joué, j'aimerais proposer l'échange des dames, dit Nepomniachtchi, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien après dame F2, je fais attention avec les noirs, car même si j'ai une position qui est supérieure au niveau initiative, je dois être très attentif aux ressources défensives des blancs. Si j'envisage, n'hésitez pas à cliquer sur pause, si j'envisage de prendre directement la dame, ça serait dommage. Parce qu'après roi prend F2, Nepomniachtchi avait préparé la chose suivante. Cavalier prend, la tour, le cavalier est attaqué, et là, D prend C7. Et là, manque de peau, vous avez un problème avec les noirs. Terrible. Ça serait terrible pour les noirs, cette situation. Parce que si tour prend D1, bah, évidemment, il y a la promotion. Donc là, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les blancs. Et si tour C8, eh bien, vous avez tour D8 échec, qui permet tranquillement de pouvoir avoir un avantage matériel conséquent, puisque vous allez, après tour prend tour, donner du matériel pour les blancs. Donc, ici, vous voyez, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les noirs, il faut être toujours très attentif.
Et Carlsen, il y est d'ailleurs, et après Dame H3, continue le combat. Mais ce coup intermédiaire va donner donc l'avantage aux noirs. Alors là encore, les blancs ont l'opportunité de jouer Roi E2 ou Dame G2. Ça a été le coup, Dame G2 a été joué. Bon, un petit mot sur Roi E2, bien qu'il y ait plusieurs variantes à disposition des noirs, il y a quand même ici la possibilité pour les noirs de prendre la tour. Et là, deux cas de figure, hein. Vous prenez avec le pion sur C7 et attaque la tour. Et là, vous avez une jolie variante, c'est Dame G4 échec. Le roi va ici venir en F1. Bon, il faut dire qu'après roi prend cavalier, vous avez le mat. Ici, ça serait quand même dommage. Mais bon, admettons roi F1. Et vous avez ensuite tour prend D1. Alors l'intérêt de l'affaire, c'est que cet échec intermédiaire contrôle en plus la case de promotion du pion. Donc les noirs ont l'avantage ici et on ne va pas poursuivre un peu plus la partie. Mais jusqu'où ça va, vous voyez la défense des noirs. Donc après cavalier prend E1, dame prend E1 était envisageable. On a vu D prend C7. On va voir dame prend E1. Et dans ce cas de figure, vous avez dame H5 échec. Par exemple, roi F1 et tour prend D6. Et cette finale est aussi très engageante pour les noirs en raison de leur avantage matériel. Et du roi blanc très exposé. Bon, Nepomniachtchi ne s'est pas orienté vers roi E2. Il a préféré jouer dame G2. Ce qui va permettre à Carlsen de liquider la position. Après dame prend dame, roi prend G2, cavalier prend tour, échec. Tour prend. Et tour prend D6. Donc en liquidant la position, les noirs obtiennent une finale plutôt intéressante. Ils ont un pion de plus. Donc ça, c'est loin d'être négligeable. Et en même temps, ils ont l'initiative, c'est-à-dire que la tour occupe la colonne et pourrait éventuellement s'infiltrer via la deuxième rangée qui est une case-clé. Nepomniachtchi décide de non pas jouer une défense passive, mais joue roi F3. Ok, donc on rentre directement en D2, attaquer la racine des pions, hein, c'est-à-dire que là, ils ne peuvent pas s'auto-protéger, ce qui va inciter les blancs à jouer tour B1. Donc cette finale, avec un pion de moins, est terrible pour les blancs, ça c'est clair. Tour D2, très bien placé. Majorité noire à l'aile roi, avec un pion passé éloigné. Plus tour blanche très passive. Bon, un véritable supplice pour les blancs, d'autant plus difficile que la partie est vue par des millions de joueurs. Mais c'est comme ça. Donc ici, avec tour B1, il faut, avec les noirs, quand même gagner. Donc les noirs jouent G6. Ok. Et les blancs cherchent finalement, en jouant B4, à essayer de liquider. Le rêve blanc serait, j'aimerais liquider tout ça. Voilà. J'aimerais que tout ça parte. Et si tout ça part, eh bien, je me concentrerai sur cette zone de jeu. Voilà. Ça, c'est l'idée défensive des blancs. Ce qui sera intéressant maintenant, c'est de voir de quelle manière les noirs vont gagner cette partie. Donc, à chaque fois, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir le coup des noirs. Les noirs, dans un premier temps, vont chercher en fait, à créer le principe des deux faiblesses. C'est quoi le principe des deux faiblesses? Vous avez une première faiblesse ici qui est pour les blancs, c'est tout simplement que les noirs ont un pion de plus du côté de l'aile droit. Pour gagner, les noirs vont créer une deuxième faiblesse de l'autre côté de l'échiquier. Ça va déstabiliser la défense. Donc de quelle manière? Ils prennent en B4. En prenant en B4, ils vont, bon après par exemple C prend B4, ils vont avoir la possibilité avec tour A2 d'avoir une nouvelle cible. Donc de créer une deuxième faiblesse. Première faiblesse ici et deuxième faiblesse ici. Cette cible A5, pion prend, tour prend A5. Et là, dans ce cas de figure, vous avez un nouveau pion passé, C5, plus un autre pion passé. Vous avez créé les deux faiblesses. Et dans ce cas-là, la finale blanche sera compliquée. Plus facile à gagner pour les noirs. Donc, les blancs décident de prendre en B4, certes. Mais en prenant en B4, ils déconnectent les deux pions. Ils ne sont plus reliés entre eux. Et en plus, ils permettent à la tour d'aller en A2, bien sûr, et d'attaquer le pion cible, ici, A4. Donc, on a bien le principe de deux faiblesses, ici, qui est respecté. Le pion passé éloigné est une première faiblesse pour les blancs, on va dire un point fort pour les noirs, et le
pion ici isolé A4 est une deuxième faiblesse. Même le pion C3 est une aussi faiblesse. Les blancs doivent protéger A4, donc la tour est quelque part passive. Ils vont chercher avec le roi blanc de l'activité. C'est à la limite le seul attrait des blancs dans cette finale, c'est l'activité du roi blanc face au roi noir. Mais avec les deux faiblesses que je vous ai précisées pour les blancs, ce ne sera pas suffisant, cette activité du roi, face donc à tous les avantages positionnels noirs. Comment poursuivre maintenant avec les noirs? Eh bien, il faut maintenant faire la politique de pion passé, c'est-à-dire de montrer qui a le pouvoir d'avoir un pion passé. Ce sont les noirs, et le pion passé est à lui seul un argument très influent. Les blancs vont aller en D5, donc l'idée est relativement claire. Ils veulent eux aussi avoir un pion passé, mais pour cela, ils ont besoin d'éliminer le pion C7 et le pion B6. Ça fait beaucoup, alors que lui, il est tout seul, il n'y a personne en face. Voilà. Donc la course va être plus simple pour les noirs. Donc ici, tour C3. Alors, pourquoi tour C3? Tour C3 a le mérite d'attaquer bien sûr C3, de mettre le roi blanc en difficulté si roi C6, donc il anticipe cette action roi C6, ce qui va amener les blancs à jouer tour B3. Mais en jouant tour B3, la tour est encore plus passive. Elle est bloquée ici avec le pion C3. En étant tour B4, il y avait encore peut-être la possibilité d'avoir le rayonnement sur toute la rangée. Là maintenant, elle est plus passive. H4 est joué, roi C6 est joué. À la limite, on n'en a rien à faire de ce pion C7. Il avance. Les noirs ont bien compris l'impossibilité pour eux finalement de sauver le pion C7, mais l'atout de taille, leur pion H, compense largement l'activité blanche. D'ailleurs, pion H2, et maintenant la promotion est imminente. Donc à partir de là, les blancs sont obligés de jouer passif, encore une fois. Ça pourrait faire peur, roi prend B6 et les pions passés. Vous allez voir que non. Tour B1 est joué. Tour prend C3, très bien joué. On voit bien tout l'intérêt au départ d'avoir placé la tour en C1, C2, au moment où les blancs ont pour objectif d'aller sur la colonne C. Vous voyez? Là maintenant, il gagne un temps sur la prise en C3, très bien joué. Roi prend B6. Et là, bon, vous n'hésitez pas à cliquer sur pause, comme vous l'avez fait auparavant. Et oui, il y a cette idée. Tour B3 intermédiaire qui permet d'attaquer le roi et la tour. Excellemment bien joué. La petite déviation qui fait toute la différence ici. Tour prend tour est joué. La dame fait... la promotion dame fait qu'il y a une différence énorme. Encore, allez-vous me dire, ah ben non, parce qu'il y a un pion passé, à 4, etc., qui peut aller faire dame, c'est pas si clair. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut quand même avoir de la technique pour les noirs. Mais la technique, les noirs l'ont, parce qu'il faut savoir quand même que la dame est la reine des attaques doubles. Et ça, c'est loin d'être négligeable. Donc, pourquoi la dame va être supérieure ici par rapport à la tour et au pion? C'est parce que le roi est exposé. La tour est quelque part un peu éloignée, ça va servir les dessins du jeu noir. Donc, après H1, c'est normal, le pion passé A avance parce que le seul atout des blancs, c'est de faire promotion. C'est ça qui pourrait sauver cette partie. Mais les noirs, alors là encore, ça serait vraiment bien de jouer avec les noirs cette position. Même si vous avez un ami par exemple avec qui vous pouvez jouer, jouez cette position avec les noirs et essayez de gagner. Ou alors avec un ordinateur. Après A5, dame E4 est joué. Pourquoi ce coup de dame? Eh bien tout de suite on peut s'apercevoir que il faut quand même être actif, c'est-à-dire ici ne pas oublier que voilà, vous créez des menaces directes avec une attaque double. Voilà. Vous ne laissez pas les blancs jouer leur va-tout comme ça à 6 tranquillement. Donc dame E4 cherche la double attaque. Ok. Donc là, si A6, comme je vous l'ai dit, dame E6 et la tour est gagnée, donc ça ne va pas. Roi A7 est joué. Bon, en jouant ce coup de roi, le problème c'est que maintenant le pion est bloqué. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour les noirs. Mais ils essayent de mettre le roi sur une case noire et la tour sur une case blanche pour éviter certaines attaques doubles. Le problème c'est que la dame peut faire des attaques doubles un petit peu de manière avec des coups intermédiaires et c'est ça qui gêne les blancs. Alors ils cherchent après roi A8 à poser un petit piège. Bon, le petit piège est le suivant, si dame D8 pour essayer de faire une attaque double avec le roi et avec le pion, il tombe sur tour G8, tour B8, avec le clouage. Donc vous comprenez maintenant comment va fonctionner Carlsen.
Il a cette menace qu'il peut mettre en place, mais il ne peut pas la faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Après roi A8, eh bien il fait roi G7, le coup prophylactique. Voilà, il prévient la menace et maintenant crée lui-même sa menace. Donc il fait très attention à ce que fait son adversaire. Quel est le plan de son adversaire? Donc après roi G7, tour B6 est joué. Et là, il trouve la bonne manœuvre, dame C5, excellemment bien joué. En jouant dame C5, il menace la prise du pion. Ça, c'est la première chose. Et cette menace est très désagréable. Si par exemple, tour A6, ça serait placer la tour de manière très passive, et après dame prend E3, il y a un souci, tout simplement, les blancs n'arrivent pas à coordonner leurs pièces correctement. Il y aura toujours des échecs possibles avec la dame. Nepomniachtchi n'a pas voulu subir une telle déconvenue, en tout cas une telle passivité. Il a abandonné finalement à ce stade de la partie, car dès qu'il perd le pion A5, bien entendu, la dame va être supérieure à la tour et des problèmes vont se révéler sur la prise du pion A3. Donc après dame C5, abandon blanc. Le résultat 7,5 à 3,5. Et malheureusement, ce résultat met donc notamment en lumière un facteur probablement clé de la défaite de Nepomniachtchi, c'est que il va tout simplement mettre en lumière un facteur clé de la défaite, c'est qu'il a joué vite ses coups, peut-être trop vite. Une faiblesse connue qu'il n'a pas su corriger durant ce match. Le moment clé, sans aucun doute, c'est la 6e partie dont la durée est plus de 136 coups, est historique. Cela a été le tournant du match. Le résultat aurait pu basculer des deux côtés. Le gain de cette partie par Carlsen lui a permis d'acquérir plus de confiance, alors que Nepomniachtchi a sombré dans ce domaine. Bravo donc à Carlsen qui conserve sa couronne mondiale pour la 8e année, depuis 2013 face à Anand 2 fois, puis face à Karyakin, Caruana et maintenant Nepomniachtchi. Pour ma part, j'ai pris grand plaisir à commenter ces parties et partager avec vous quelques-uns de ces petits secrets. Toutes les parties de ce championnat du monde, mais aussi les précédentes, sont à votre disposition en accès libre sur mon site www.moracchini-échec-institut.com. Il suffit simplement d'ouvrir un compte. Merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.